Je vais parler maintenant un petit peu de la catégorie sexe et torture, les trucs vraiment épicés qui vont très très loin dans ces deux domaines. Le premier que j'ai choisi de citer, c'est le film Love Hunters. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie, à savoir une adolescente qui a été kidnappée par un couple qui voulait s'en servir d'esclave sexuelle et qui avait l'habitude de kidnapper des adolescentes pour ça. Donc clairement c'est un film de séquestration avec violence sexuelle. Les violences sexuelles ne sont jamais montrées dans ce film, elles sont toujours suggérées. Ça n'empêche pas le film d'être plutôt malaisant et dérangeant. Essentiellement dans les portraits du couple en fait qui séquestre, c'est clairement ce qui est au centre du récit. C'est les relations humaines qu'il va y avoir entre la victime et chacun des deux bourreaux qui ont eux-mêmes entre eux une relation de couple qui est très conflictuelle parce que la femme essaye d'être une femme parfaite et donc d'accéder au désir de son époux, mais son époux arrête pas de la tromper, de lui mentir constamment et de la manipuler et donc régulièrement elle fait des pétages de câbles. Et donc il y a une petite marge de manipulation, mais elle est quand même soumise d'une certaine façon, et donc il y a de la soumission d'un côté, de l'autre, et ainsi de suite. Donc clairement, c'est plus de l'étude psychologique et du portrait, ce film. Et c'est bien comme ça donne un film interdit aux moins de 16 ans qui est plutôt soft pour du moins de 16 ans. Mais qui a quand même un propos qui essaye d'aller un peu vers l'extrême et qui est pas complètement gratuit dans la mesure où il essaye de développer ses personnages et en fait de faire un portrait qui soit cohérent. Donc c'est plutôt bien fait, c'est un thriller qui fonctionne bien et clairement un film à découvrir. L'étape suivante de ce genre de film, c'est The Girl Next Door. Alors The Girl Next Door est un film qui va plus loin. C'est un film où une adolescente et sa petite sœur, leurs parents ont un accident et meurent, et du coup elles sont prises en charge par une de leurs tantes, donc elles vont vivre chez leur cousin, et elles s'intègrent très mal dans cette famille, et ça finit par tellement dégénérer que la tante finit par les faire séquestrer, par les séquestrer dans sa cave. Comme elles sont séquestrées et que peu à peu les autres enfants tout simplement s'adaptent à la situation, ils vont commencer à abuser de la situation. Donc c'est un film qui est particulièrement rude, qui a franchi encore une étape. Et là il y a aussi beaucoup de tortures physiques. Les tortures physiques, elles, sont beaucoup moins suggérées. Les violences sexuelles sont suggérées. Elles sont pas particulièrement montrées brutalement, elles sont plutôt suggérées. Mais clairement, il y en a beaucoup. Et voilà, c'est probablement un des films les plus durs que j'ai pu voir dans le contexte psychologique et surtout dans la durée dans laquelle s'installe le film. C'est clairement un film qui fait durer certaines scènes, qui essaye en même temps de pas être trop complaisant avec la violence, mais qui fait le boulot et y va et montre clairement suffisamment pour qu'on soit vraiment profondément écœuré. Donc, film particulier, pas à remettre du coup entre les mains de tout le monde. Là pour le coup c'est du moins de 18 ans direct, parce que du moins de 18 ans qui est moins violent, qui est moins violent qu'un film comme A Serbian Film par exemple, qui lui est plus violent, mais qui est émotionnellement, je pense, moins psychologiquement dur d'une certaine façon. C'est psychologiquement très dur au Serbian Film, mais c'est plus du choc qui est brutal et immédiat. C'est pas un truc qui s'installe dans la durée et qui fait que du jour au lendemain, on sait que le lendemain ça va continuer, ce sera probablement pire. La durée fait beaucoup du caractère insoutenable du film. Et donc The Girl Next Door, une situation horrible, mais qui émotionnellement est bien traitée, et avec encore une fois des portraits de personnages et une gradation là aussi dans l'ultra-violence qui est cohérente et bien faite. En même temps, c'est Jacques Ketchum qui est un auteur qui est derrière le scénario aussi, qui est un auteur d'horreur qui met en scène une horreur qui est essentiellement humaine. Il décrit toutes les crasses dont sont capables les individus.
Et là, c'est un film où ça va assez loin, vraiment très loin. Le bouquin est encore pire que le film. Et donc, le film essaye de garder une certaine foi en l'humanité, mais clairement, on n'est pas dans une école, on n'est pas dans ce genre d'école-là. Clairement, on est là pour aller un peu dans le pire. Et les portraits qui en sont faits ne sont pas si mal que ça. Ce sont vraiment de bons films. C'est vraiment un bon film extrême à essayer, mais pour le coup, voilà, faites attention vraiment. Sachez dans quoi vous mettez les pieds, bien sûr. Je vais parler aussi de The Reflecting Skin, qui va avec un peu Mysterious Skin. Reflecting Skin est un film qui est plus ancien que Mysterious Skin, qui date un peu des années 90, et c'est un ovni, un film qui est très très beau, qui est plein de symboles et d'une esthétique un peu du conte, sauf que le film parle clairement d'abus sexuels d'enfants. Il ne mettra jamais en scène ces abus sexuels, mais il se permet en fait de les symboliser via des non-dits, via certaines allusions entre des personnages, via certaines symboliques et certains gestes. Et donc, c'est un film qui a un petit potentiel malaisant, où on parle... en fait, il y a des enfants qui disparaissent dans une zone, et où on a une idée un petit peu de qui est coupable, mais on va faire des portraits, et on parle aussi d'enfants qui se positionnent par rapport à ça, par rapport à cette thématique un peu du vampire, en fait. Il y a cette thématique du vampire qui arrive au milieu, et saurons-nous trouver le vrai vampire? C'est un peu ça qui est au cœur de la thématique du film. C'est un film qui est très soft, il y a très peu de violence à l'intérieur, mais le propos qu'il y a dans le fond est un peu plus malaisant. Donc, à essayer. C'est un film qui, pour le coup, n'est pas vraiment sulfureux, il est beaucoup moins ambigu qu'un le livre de Jérémie par exemple, mais clairement c'est pas, voilà, c'est là aussi il est regardable par plus de monde, clairement, parce que c'est un film qui est clairement symbolique et qui est très beau esthétiquement parlant, mais là aussi voilà, je le mets un peu dans la catégorie sexe, parce que voilà, dans le genre moins ouvert à tout le monde, on arrive clairement dans la catégorie de la sélection, avec 3 films qui sont très tendancieux au niveau des enfants, mais que je vais citer essentiellement parce que dans le milieu underground, ils sont connus, clairement. En tout cas, la mise en scène, la mise en avant sexuelle des enfants dans ces films n'est pas cachée. Elle est clairement assumée par le film. Je vais commencer par Maladolescenza, qui est un film des années 70 qui sent bon le soufre. Clairement, c'est un film sur la vie sexuelle des adolescents, où ils ont pris réellement des adolescents. Les 2 filles de ce film ont 17 et 15 ans, et le gamin a 17 ans, je crois. Et ils sont mis en scène nus, ils simulent des scènes de sexe. Ce sont des films qui mettent en scène ça pour, soi-disant, développer des symboliques autour de l'érotisme infantile, en fait, de mettre des jeux avec une petite dimension sexuelle. L'idée du film, je crois, à la base, artistiquement, l'idée est symbolique, mais on sent que la mise en scène est surtout là pour nous mettre des enfants nus. Et donc, ça... c'est en fait une vision un petit peu de l'extrême qui, pour le coup, commence à poser une question en termes de subversion. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de fantasme de réalisateur dans la mise en scène? Ce film-là, Maladolescenza, est un film qui a été tourné avec un flou juridique et qui aujourd'hui, il est réédité. Il a seulement été réédité dans quelques éditions underground. Et bon, ça se monnaie plusieurs centaines d'euros parce que c'est très rare. Forcément, ça ressort pas en DVD chez TF1 vidéo aujourd'hui. Donc, c'est un film assez polémique. Mais c'est une polémique qui mérite d'être connue, en tout cas tout ce qui est autour de ce film. L'actrice, du coup, celle qui avait 15 ans quand elle a fait ce film, est devenue réalisatrice depuis, et elle a fait le film My Little Princess avec Isabelle Huppert dans le rôle de sa mère, justement.
Et elle remet un petit peu en scène justement cette enfance qu'elle a eue, où elle a été prise en photo nue très jeune et où elle a été finalement, où son image a été vendue par sa mère à des artistes un peu libidineux. D'ailleurs, l'appréciation sur le milieu artistique complètement ouvert à la pédophilie est plutôt amusante dans nos contextes aujourd'hui, où on a régulièrement des petits scandales, mais on ne fera pas politique ici. Mais il y a une petite critique du milieu artistique et de sa tolérance envers certains fantasmes qui est intéressante. Mais Maladolescenza en lui-même, c'est un film qui effectivement sent le soufre pour la conception du projet, mais qui après en lui-même n'est pas particulièrement intéressant. J'ai pas retenu grand chose de ce film, sinon que il aimait bien mettre en scène les enfants jusqu'à ce qu'on ait le fameux climax. Moins sulfureux, c'est Valérie au pays des merveilles, qui est un film qui va raconter là aussi l'éveil sexuel d'une adolescente de 14-15 ans. Alors la jeune actrice est très mise en valeur par du maquillage, par des vêtements moulants, l'actrice jeune est sexualisée, mais il n'y a pas particulièrement de scène sexuelle directe. C'est du symbolisme, et c'est du symbolisme très cinéma d'Europe de l'Est, avec il y a un petit côté Karel Zeman n'est pas loin, il y a cette esthétique un peu kitsch de conte qui est là, qui est très très belle. L'esthétique du film est incroyable en termes de maîtrise. Il y a vraiment une très très belle mise en scène, de très très beaux décors et un sens de la photographie et de l'éclairage qui est superbe. Donc esthétiquement, c'est un film qui est superbe. Thématiquement, oui, on est d'accord. Les adolescentes ont aussi des fantasmes sexuels et une vie sexuelle, et donc un petit éveil comme ça avec quelques symboliques. Le grand méchant loup qui est un tentateur adulte, etc., qui fricote un peu avec la mère qui est une frigide complètement obnubilée par la religion et qui donc est une présence inhibitrice très forte. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut analyser facilement. Le film va pas forcément très très loin, c'est surtout de la mise en scène de symboles, mais en termes d'esthétique et de maîtrise formelle, c'est un film qui est très bien. Et donc c'est pour ça que je le recommande. C'est un film qui esthétiquement est beau. Et je vais mentionner aussi un film complètement oublié qui s'appelle Tom et Lola. Alors je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Le pitch est très intéressant parce que ce sont deux enfants atteints de maladies auto-immunes, donc du coup qui doivent vivre en bulle, isolés du monde extérieur pour ne pas mourir, enfin pour ne pas tomber malade et mourir, parce qu'ils n'ont pas en fait de système immunitaire. Ils n'ont pas de système immunitaire et leur rêve c'est d'aller au pôle Nord. Et on va suivre un petit peu ces enfants qui vont peu à peu s'échapper de leur bulle au fur et à mesure de la soirée et vont essayer de vivre des choses déjà dans l'hôpital, puis après en sortant de l'hôpital, etc. Ce film a un côté qui est très très naïf, très très ingénu, et je pense qu'en fait c'est ça un petit peu l'explication du truc. Les enfants qui sont dans les bulles sont tout nus, et toujours tout nus. Je veux dire, jamais ils ont pensé à leur mettre un slip ou une couche. Jamais. Jamais. Ils sont tout nus du début à la fin du film. Il y a quelques moments où ils mettent des vêtements, mais généralement dans ces moments-là, il y a d'autres enfants qui sont tout nus. Et voilà, et il y a cette scène absolument un peu hallucinante où ils sont amenés par un homme qui les recueille et qui les amène chez lui. Et tous les enfants qui sont dans la maison sont à poil. Et on a une cohorte d'enfants à poil qui commencent à jouer ensemble, qui commencent à s'arroser avec un jet d'eau à poil ensemble. Et qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'était assez gênant. C'était assez gênant. Et donc en fait, c'est un film qui crée le malaise par son ingénuité, en fait, par sa naïveté. En fait, il a voulu montrer des enfants nus parce que c'est un peu Adam et Ève. Il veut poser un espèce d'Adam et Ève en mode un peu science-fiction. Et il veut que ce soit un jeune garçon et une jeune fille dans leur pureté, quoi, dans leur naïveté, dans tout ce qu'ils ont d'enfantin. Et ils les ont mis tout nus.
Bon, je crois que c'est pour ça que le film n'a jamais été réédité et qu'il est si difficile à trouver aujourd'hui. Mais bon, en fait, c'est plus un film maladroit qu'un film qu'il a fait exprès comme les prédécesseurs que j'ai cités avant. Je le mets dans l'underground parce qu'en fait, il est potentiellement malaisant pour ça. Et voilà, pour les séquences de jeu, puis voilà, il y a des séquences aussi, il fait pas exprès, mais quand il montre les deux enfants nus qui découvrent deux médecins en train de baiser ensemble dans une salle d'opération, cette scène n'était pas nécessaire. Je ne sais pas. Mais bon, ça sera tout pour. Je clôt le sujet de la pédophilie avec un dernier film, Prison de cristal. Alors, Prison de cristal n'est pas vraiment un film sur la pédophilie, mais c'est un film qui traite d'un nazi qui a abusé d'enfants dans les camps de la mort, qui ensuite s'est réfugié en Espagne. Il y a eu un accident là-bas. Enfin, un accident, une tentative de suicide. Et il est paralysé complètement. Et une de ses victimes des camps de concentration arrive pour devenir un aide-soignant qui va s'occuper de lui. Et on va suivre la relation entre ces deux personnages. Ce film est clairement un espèce d'ovni qui est entre le giallo pour le rythme et surtout l'esthétique et le film extrême très homosexuel, parce que ça va plus traiter d'homosexualité, à savoir qu'il y a clairement une relation d'ambiguïté sexuelle, comme l'ex-bourreau qui devient maintenant la victime, vu qu'il est paralysé complètement et qu'il est incapable de bouger, de faire quoi que ce soit tout seul. On va suivre la relation qu'il a avec son ancienne victime, qui devient son bourreau actuel et qui va commencer à gérer sa vie, etc. Et ça donne des situations qui sont d'un malaise et d'une tension qui sont parfois énormes. Et pour une situation qui est extrême comme ça, c'est un huis clos qui va tenter plusieurs choses et qui ira finalement assez loin dans les exactions et finalement la vengeance de cette ancienne victime. Donc un film espagnol méconnu, très intéressant pour le côté, voilà, pour le petit combo de différentes thématiques extrêmes et en même temps des personnages qui sont bien construits et pas caricaturaux. Un léger surjeu probablement essentiellement pour l'épouse en fait du nazi qui surjoue un petit peu, mais en dehors d'elle, le casting essaie plutôt justement d'être dans la retenue et l'ambiguïté. Et c'est ça qui paye au final au long terme et qui donne un film vraiment atypique. Donc clairement un film à essayer. Pour la catégorie trash, je vais commencer par parler de Jörg Buttgereit avec ses fameux nécromantiques. Des nécromantiques, Der Todesking, tout ça. Pour le coup, ce sont des films qui vont chercher à aller dans une déviance extrême et qui vont essayer de l'intellectualiser. En l'occurrence, là, avec la nécrophilie, Jörg Buttgereit essaye plus de faire passer une espèce d'expérimentation sur la conception qu'il a de la mort, de la façon dont on ressent la mort, dont on a des angoisses par rapport à la mort. Il essaye de faire ça sous l'angle un peu d'une histoire d'amour, voilà, entre un cadavre et un couple. Dans le premier film, un cadavre et un couple, et dans le deuxième film, idée de génie. Le mec transcende à la fin du premier, il transcende ses fantasmes en se suicidant, et idée de génie, nécromantique 2, reprend son cadavre pour lui faire vivre une nouvelle histoire d'amour. On n'en a pas fini, quoi. On n'en a pas fini. Et donc il y a plusieurs histoires qui sont intéressantes, avec une mise en scène qui est assez, qui pour le coup est très frontale, qui va chercher une esthétique de la pourriture. Voilà, clairement, on peut pas parler même si le film essaye vraiment de mettre en place une érotisation des cadavres, c'est des cadavres qui sont généralement en état de décomposition très avancé. Nécromantique, on est dans des expérimentations qui
qui vont donner des petits messages sur divers aspects en fait. Le fait est que c'est un petit peu difficile, même si l'histoire essaye d'avoir un côté tragique dans le premier. C'est parfois un petit peu hermétique. Il y a de l'interprétation à faire sur le film du lapin, par exemple. La vie qui part, puis qui ensuite revient quand le film est passé à l'envers ou des machins comme ça. Voilà, il y a des petites expérimentations comme ça qui sont inhabituelles, qui donnent ce petit caractère au film, avec des timelapses de plantes qui se fanent, voilà, des choses comme ça. Il y a des petites expérimentations comme ça qui sont intéressantes, mais après, voilà, on sent que c'est un petit peu petit budget et que c'est surtout le côté un petit peu déviance avec la nécrophilie assumée, vue sous un angle érotique, d'une certaine façon. Mais bon, cet aspect-là n'est pas forcément le plus réussi du film. C'est davantage des expérimentations et sur les messages en fait que je trouve que le film a davantage d'intérêt, que les films ont davantage d'intérêt. La suite, Nécromantique 2, est en tout cas moins axée sur le côté hermétique et davantage sur une nécrophile qui est plus ou moins satisfaite par sa déviance et qui commence à vivre une histoire d'amour avec un type en parallèle. Et donc voilà, on a un petit peu cette hésitation à suivre, quoi, qui fait le sel de l'histoire. Dans la catégorie de trash, je ne peux pas ne pas citer les Vomit Gore, la trilogie des Vomit Gore. Et maintenant, il y a le 4e opus qui est également sorti. La quadrilogie, donc. La quadrilogie Vomit Gore. Qu'est-ce que les Vomit Gore ? C'est simple, c'est un réalisateur qui s'appelle Lucifer Valentine, qui est un vidéaste de performance qui... j'ai du mal à appeler ces films des films, je dirais plutôt que ce sont des vidéos dans lesquelles il filme des actrices qui sont toutes consentantes. Après, voilà, il y en a certaines qui ont fait du porno, il y en a certaines qui n'en ont pas fait, ça dépend. Mais il les met en scène généralement pour des déviances sexuelles qui finissent toujours par tourner autour de l'hémétophilie, à savoir du vomi. Elles se font vomir dessus, elles vomissent sur les autres, etc. Ça tourne autour de cette déviance sexuelle-là, de cette paraphilie-là. Et il y a régulièrement des séquences plus hardcore avec voilà, de la torture, avec de la torture simulée à chaque fois. Les violences extrêmes sont simulées. Mais voilà, il y a des scènes extrêmes, voilà, du démembrage de corps. Dans Regurgitated Sacrifice, qui est probablement le meilleur de la saga, on se termine avec un espèce de banquet où un mec a un poulpe sur la tête, il suce des tentacules pour se faire vomir, il mange des bouts de membres humains, il vomit sur un bébé, il y a des animaux, il y a quelques animaux qui viennent pour faire un petit peu d'extrême, des petits trucs qui grouillent et qui viennent gratouiller. Voilà, quand une scène de 30 minutes consiste à mettre un bébé dans un mixeur, à le manger, à le vomir, à le remettre au mixeur, à le remanger, à le revomir. Bon, j'accorde pas énormément d'intérêt à la saga Vomit Gore, pour le coup, c'est vraiment pour moi, je pense, là qu'on a passé le cap des fantasmes du réalisateur qui nous fait un peu des sextapes de ses fantasmes favoris qu'il met en scène d'une certaine façon, d'une façon plus ou moins esthétique. Voilà, pour moi, ça s'apparente plus à du porno de performance, même si effectivement il y a de la performance extrême, et de ce point de vue-là, les actrices ont effectivement l'air d'en chier et elles donnent d'elles-mêmes, c'est sûr. Hein. Je sais pas, oui, je constate qu'elles y mettent du leur, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Là, je pose la question. Là, pour le coup, c'est de la violence gratuite qui a toujours ce côté paraphilie et sexuel derrière, fantasme sexuel qui est derrière, qui crée un certain malaise.
avec en plus un montage qui met généralement qui entrecoupe avec un peu des images, qui cherche des esthétiques, parfois avec des images d'archives. Voilà. Ce sont des films vraiment bizarres. Pour le coup, pour moi, ce ne sont pas des films, ce sont des vidéos. Et ça fait pas partie des choses que je recommande dans l'underground. Clairement, moi, je suis pas client de ce genre de choses. Je mets ça dans le côté un peu gratuit des fantasmes autour de l'ultra-violence et là des paraphilies. Ne traite pas particulièrement du sujet sous un angle psychologique, mais sous un angle esthétique. Et l'angle esthétique, voilà. Je vais parler aussi d'un film complètement hermétique qui s'appelle Begotten. Begotten est un film qui est connu par pas mal de monde parce que c'est un film expérimental particulièrement cryptique. Le réalisateur a jamais complètement donné d'interprétation. Il y a plusieurs courants d'interprétation qui pensent que le film est un peu une genèse de l'humanité. On montre une espèce d'entité, l'entité de la nature, qui accouche du premier homme, qui naît dans la boue, le sang, très viscéral, très organique, très dans une image dégueulasse, dans une esthétique dégueulasse, très granuleuse. On a du mal à voir ce qu'il y a dans l'image, tellement l'image est dégradée. C'est du noir et blanc qui est plein de parasites, plein de... pas toujours bien filmé. C'est très très particulier comme film. C'est complètement hermétique pour le coup, vous n'aurez pas d'explication, donc il faut entrer dedans en sachant qu'il faudra faire un effort d'interprétation. Mais très clairement, ce film a une ambiance qui est vraiment particulière. Et pour le coup, j'assume un peu cet héritage dans mon film qui est là aussi sur cette chaîne, qui est Cosmogonie. Il y a clairement un côté Begotten qui est un peu dans le fond. Begotten en tout cas m'a inspiré, ça fait partie des films qui m'ont beaucoup inspiré pour ça. Mais donc clairement Begotten fait partie un petit peu des pionniers et des classiques maintenant du film underground. Et voilà, si vous aimez un peu les énigmes, si vous en avez marre de revoir 2001 en mode mais finalement il répond pas à beaucoup de questions, hein, on chie sur Prometheus, mais 2001, voilà. Vous pouvez essayer Begotten et là au niveau des questions sans réponse, là vous allez prendre un pied génial. Donc à découvrir. Concernant Marianne Dora, c'est un artiste qui moi me laisse un petit peu mitigé. Il a une mise en scène, un talent de mise en scène qui est indéniable. C'est un mec qui n'a jamais de budget pour faire ses films et pourtant il réussit à créer une esthétique avec de la DV un peu baveuse. Il fait en fait, avec sa mise en scène et une espèce d'esthétique de conte allemand, il réussit à donner à chacun de ses films un petit cachet qui tire clairement le film vers le haut. Il y a une mise en scène qui est d'un esthétisme assez intéressant et au niveau de ces thématiques, c'est souvent des choses qui tournent autour de la déviance qui est mise un peu en parallèle avec la nature. Déviance et autodestruction, ça parle un peu des deux. Il y a quelque chose d'assez crasseux avec l'autodestruction, notamment via les fluides corporels ou ce genre de choses. Il y a des scènes qui sont toujours dures et un peu répugnantes de ce point de vue-là dans son cinéma. Et toujours, il met ça en parallèle avec la nature, etc. Il essaye un petit peu de nuancer le côté moral. À chaque fois, en fait, ces films sont un peu des charges contre la morale, puisque il montre l'existence de ces choses-là et en parallèle, il met ça avec la nature et généralement le côté aussi destructeur qu'il y a dans la nature et tout le feedback un petit peu négatif qu'on peut avoir via la nature, à savoir voilà, l'indifférence vis-à-vis de la souffrance, de la mort, d'autres entités qui sont autour, etc. Voilà, la nature n'est que prédation. Et il met aussi, voilà, il ancre aussi, comme dans un film d'un carcinoma où il ancre l'autodestruction au sein même de la nature aussi, via certains animaux qu'il met en scène. C'est quelque chose qui est un petit peu... voilà, c'est un artiste qui indéniablement a ses thématiques et a son esthétique. Il a créé son style. J'adhère pas particulièrement parce que si je vois ce dont ça parle, c'est
c'est pas un cinéma qui me parle beaucoup en termes d'émotion. Je trouve ça répugnant et je vois où il veut en venir. Répugnant et en même temps esthétique parce que voilà, il met une mise en scène esthétique et il filme du coup des choses affreuses dans une mise en scène esthétique. Mais clairement, ça fait partie des petites choses qui ne sont pas très connues, voilà, des artistes qui ne sont pas connus et qui pourraient gagner à être connus pour peu qu'on s'intéresse à leur démarche. Si la démarche effectivement de tout simplement un peu de la dégradation dans une mise en scène qui est très soignée vous intéresse, clairement Marianne Dora est un artiste qui est clairement intéressant à suivre. Et pour le coup, ses films sont peu connus, difficiles à trouver d'ailleurs. Certains sont même introuvables. J'ai entendu parler d'un Morse in Tabula ou quelque chose qui ne sera jamais commercialisé parce que trop vendu, trop underground. Donc des pépites qui sont difficiles à trouver, mais clairement avec un cachet artistique qui est intéressant. Et enfin, je vais terminer cette catégorie trash en parlant d'un réalisateur qui est connu essentiellement pour ses clips, mais maintenant qui commence à faire parler de lui un peu pour ses films, qui est Jimmy Screamer Claus. Screamer Claus est un mec qui fait de l'animation sur ordinateur, et donc en fait c'est un mec qui a tout créé à partir de rien. Il fait tout lui-même. Donc, ses esthétiques n'appartiennent qu'à lui, il a un style esthétique qui n'appartient qu'à lui, et c'est très très moche dans ses premiers films, et plus ça avance, plus c'est travaillé et détaillé. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Ces deux films, Where the Dead Go to Die et When Blackbirds Fly, sont deux films qui sont incroyables en termes d'impact. Il y a beaucoup de symboles, et le mec essaye vraiment de créer une mythologie dans son univers. Where the Dead Go to Die, c'est un film, c'est plusieurs courts-métrages qui sont fusionnés, mais qui sont cohérents dans leur univers et qui font référence certains par rapport aux autres, qui tournent autour d'enfants qui vivent des traumatismes hallucinants, et le film se permet d'aller très très loin dans certaines scènes. Il y a une scène de zoophilie avec un enfant, de porno infantile avec des personnages donc en 3D. Je pense que c'est la seule façon où du porno infantile pourrait être toléré en termes de légalisation, parce qu'il n'y a pas d'enfant qui a été maltraité, mais dans la représentation c'est clairement ce qui est représenté, et ça va très loin. Clairement le film était très choquant pour ça. J'avais détesté le film en mode mais on est allé trop loin et j'ai pas compris pourquoi quoi. Je trouvais ça gratuit d'un certain côté. C'était vraiment mettre des destins d'enfants tous plus sordides les uns que les autres juste pour leur faire vivre des trucs sordides. Et en fait, en y réfléchissant, émotionnellement et thématiquement, il y a des choses dans ces mises en scène extrêmes, il y a effectivement des choses intéressantes à aller chercher. Il y a un jusqu'au boutisme dans en fait les caractères et dans en fait les fantasmes qu'ils ont aussi et tout simplement la mythologie dans laquelle ils vivent, le monde dans lequel ils vivent, qui en fait, sans justifier complètement l'horreur qu'on est en train de vivre, donne des clés pour comprendre un petit peu ce qu'a envie de faire comme œuvre le réalisateur, Screamer Claus. Et un film comme When Blackbirds Fly est beaucoup plus riche et beaucoup plus facile à comprendre à partir du moment où en fait on a digéré l'aspect choc de cet univers qui, comme il met en scène des enfants qui vivent des trucs abominable. Voilà, c'est un South Park en mode Rob Zombie, quoi. Une fois qu'on a passé cette horreur de mise en scène, le résultat est franchement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui méritent qu'on
qu'on prenne sérieusement en fait cet artiste. Et là, il est en train peu à peu de faire des collaborations. Il a collaboré sur le film underground Kuzo, qui était pas mal du tout, qui était un film à sketch où il y avait plein d'artistes underground qui ont participé à le faire, avec des trucs vraiment particuliers et pas trop mal fichus. C'était un film qui parlait beaucoup de maladies, précurseur en 2019. Et surtout, il parlait de maladies, de la crasse et de la mort en fait. Et il y avait beaucoup d'angoisse. Le film parlait beaucoup d'angoisse et de peur. Et clairement, c'est pas un film qui se livre facilement. Il faut l'interpréter un peu, Kuzo. Mais c'était clairement un film qui avait des messages à faire passer. Et Screamer Close aussi a des messages à faire passer. En tout cas, il y a une intensité de mise en scène. Quand on voit un peu ces clips qui sont des accumulations de scènes hardcore et trash, les clips ont des côtés qui sont complètement gratuits. On regarde un clip de Screamer Close pour le plaisir de l'électrochoc. Mais en y pensant, il y a une réelle richesse dans la surenchère d'horreur et de déviance. Prenez Grim Rape, qui est un clip hallucinant. Je suis passé par un stade à une époque où j'ai détesté son art, puis je m'en suis beaucoup moqué en mode mais en fait c'est facile, il suffit de prendre un truc et de mettre des tas de détails gore autour pour faire du Screamer Close. Ça avait donné de gros fous rires où on faisait des remakes de films en mode Screamer Close et où en fait tout devenait n'importe quoi à base d'animaux avec des yeux rouges, des asticots qui grouillent dans une carcasse purulente, ce genre de truc. Et une fois qu'on a passé en fait la barrière du choc, on se rend compte que Screamer Close est un artiste qui est beaucoup plus riche qu'il en a l'air et qui au final a en fait des petites choses à dire et à donner, et qui s'améliore au fur et à mesure qu'il continue à faire ses films. Donc clairement, un réalisateur à soutenir et à suivre un peu sur Internet. Je terminerai ces petites sélections par 3 films que j'ai catégorisés outranciers. Il y a beaucoup de films japonais dans cette catégorie. En fait, il n'y a que des films japonais. Le premier, forcément, c'est Ichi the Killer de Takashi Miike. Takashi Miike est une pointure du cinéma japonais d'horreur. C'est un cinéaste un peu de l'extrême qui a été connu pour un film comme Audition et qui a régulièrement fait des films un peu extrêmes comme Lesson of the Evil. Takashi Miike est clairement un cinéaste de l'extrême. Il s'est fait connaître avec Audition, il a fait Ichi the Killer, donc, qui est le film dont on va parler aujourd'hui, qui est un film où il y a constamment de la surenchère d'ultra-violence et où on va suivre en fait les différents personnages qui ont toutes des relations particulières en fait avec la violence. Là aussi, on retrouve ce côté un petit peu dialogue, usage de la violence comme un espèce de dialogue, mais ça se prend au sérieux pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Il y a aussi pas mal d'humour. Et c'est en fait ce mélange humour et violence extrême très sérieuse qui ont fait le style de Takashi Miike. Et donc là, c'est des yakuza qui déclenchent une espèce de mini guerre de gang. En même temps, il y a un tueur accro à la violence, à l'ultra-violence, qui passe son temps à faire des jeux vidéo ultra-violents et qui va dézinguer du criminel la nuit. Il y a des flics qui essayent de se venger, il y a des yakuza qui essayent de s'en sortir. Il y a tout un tas, en fait, il y a toute une galerie de personnages qui sont intéressants, avec des petits concepts extrêmes. Et bien sûr, au milieu, il y a Kakihara, qui est un yakuza complètement fou, qui fait n'importe quoi, qui est ultra violent et qui en même temps est masochiste et qui a besoin en fait où tout passe par la violence, toute sa vie passe par la violence et constamment dans toutes ses relations avec tout le monde, il faut qu'il fasse preuve de violence. Et clairement, assez vite, ce film s'articule comme une surenchère entre Ichi, le tueur, donc qui est là pour buter des yakuza,
et ce Yakuza-là qui veut rencontrer Ichi et vivre, en fait, c'est une relation sexuelle dans la violence, quoi, clairement. Et donc c'est un film qui est bâti en surenchère, qui met beaucoup de scènes avec beaucoup de torture et beaucoup d'ultra-violence. Certaines sont gratuites, donc là encore une fois, tout le monde n'appréciera pas. Mais même en étant gratuite, il y a ce côté un peu malsain, bizarre, qui fonctionne, qui fait une ambiance. Et c'est l'ambiance en fait de Ichi the Killer qui fait qu'on se souvient d'Ichi the Killer. Clairement, on regarde ce film à la base parce qu'on est attiré par la réputation d'ultra-violence du film, en mode mais qu'est-ce que ça va être? Et au final, on a un film avec des personnages qui sont intéressants et un film qui se prend moins au sérieux qu'il a l'air. Et donc, comme il se prend moins au sérieux, forcément, ça passe mieux d'un certain côté. Cet humour permet d'alléger un peu le ton et tout en ayant une petite réflexion, ça allège un peu, ça aère le spectacle. Et donc forcément, c'est intéressant et donc c'est clairement à essayer. Dans les films underground, on ne peut pas éviter de parler de la saga des Guinea Pigs. Ce sont des petites... c'est une série de vidéos qui sont sorties les unes après les autres, sans lien les unes avec les autres, et qui ont formé en fait une espèce d'anthologie de films un peu underground extrême, où certains avaient un côté snuff, où typiquement c'était des films qui ont fait leur réputation sur le côté un peu extrême des maquillages, du gore, etc. Et où on suit dans différentes ambiances, on suit des personnages qui vont vivre différentes choses. C'est complètement fou. En termes de scénario, c'est japonais. Clairement, les deux meilleurs chapitres sont le 2 et le 4, à savoir Flowers of Flesh and Blood, à savoir des femmes qui sont kidnappées et qu'une fois qu'il les a mises en morceaux, il se met à s'en servir comme terreau et à faire pousser des plantes dedans. Et il y a cette esthétique du pourrissement qui donne naissance à la vie et à la beauté, qui donne un côté étrange au film. C'est un film qui est étrange. Et Mermaid in a Manhole, c'est un artiste qui va dans les égouts pour peindre ses sujets. C'est un artiste un peu trash qui va dans les égouts pour peindre, qui découvre une sirène dans les égouts, qui essaie de la garder chez lui et d'en faire le portrait. Seulement, à chaque fois qu'il en fait le portrait, la sirène est malade et va peu à peu déclarer une gangrène qui va modifier son aspect. Et l'essence de ce chapitre-là, c'est l'incapacité de l'artiste à immortaliser assez vite la beauté qui se fane en fait à vue d'œil et qui finalement n'arrive jamais à être capturé par l'artiste qui court après et qui n'arrive jamais à faire ce qu'il a vraiment envie de faire, à accomplir l'hommage qu'il aurait envie d'accomplir. Donc à la base, ce sont de purs divertissements qui sont plutôt gratuits dans l'ultra-violence, mais certains, les deux chapitres que j'ai cités, ont tenté d'introduire des ambiances et un côté poétique, en tout cas typiquement japonais, qui donne une vraie identité à ces deux chapitres. Et donc c'est une série de films qui n'ont pas beaucoup de rapport les uns avec les autres et qui depuis a essayé d'être concurrencé par les American Guinea Pigs, une série de réalisateurs underground qui ont essayé de reprendre un peu ce principe, de faire différents chapitres. Pour le moment, aucun n'est arrivé vraiment à la hauteur des films japonais, si ce n'est le premier qui s'est axé comme un snuff, qui est sorti en 2014 et qui a essayé de faire une esthétique de snuff. Très efficace en termes de maquillage, mais pas très intéressant, aucun scénario. Je le mets vous avez compris dans quelle catégorie je l'ai mis. Voilà. Et enfin, je vais parler du cinéma de Sonotion, qui a une filmographie délirante. Le mec fait presque un film par an, voire plus. Il enchaîne les projets. Ce mec enchaîne les projets. C'est pour ça que malheureusement la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a clairement des projets qui sont pourris et d'autres qui sont très travaillés. Ça dépend vraiment. Il faut avoir un peu la main heureuse.
Mais dans tous les cas, ce mec est un stakhanoviste du cinéma. Il n'arrête pas de faire des séquences, il vise à chaque fois à mettre des séquences cultes dans les films qu'il fait. Et donc là, clairement, je citerai, les deux que je citerai, ce serait Strange Circus et Guilty of Romance. Guilty of Romance, c'est un petit peu le Seven de Sonotion, le Seven asiatique, où voilà, c'est des femmes qu'on découvre démembrées, c'est plusieurs corps qu'on découvre démembrés dans un lieu, et on va suivre un petit peu l'histoire de ce lieu, et ça va passer par l'histoire d'une femme qui va peu à peu découvrir que son mari la trompe, qui essaye de s'affranchir, en fait, de retrouver sa liberté, et qui va partir, qui va se mettre à fréquenter des gens, des marginaux qui vont peu à peu se révéler un peu psychotiques et violents avec les meurtres, etc. Bref, vous verrez de quoi ça parle, mais c'est des films qui sont complètement fous, c'est difficile à résumer. Et Strange Circus, c'est un film sur le quotidien ultra glauque d'une gamine, une gamine dont on va suivre par la suite la cure psychologique et psychiatrique une fois qu'elle est devenue adulte, et qu'en fait, voilà, tout ce qu'elle a vécu, les traumatismes qu'elle a vécu l'ont laissé handicapée, complètement brisée en fait avec des traumatismes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs personnages dans le film qui sont différents aspects de sa personnalité, et c'est un film, voilà. À plusieurs personnages qui représentent différents traits de caractère qui vont un peu s'entrechoquer les uns avec les autres et s'entrechoquer avec les souvenirs qu'on va découvrir en même temps. C'est clairement un film extrême, Strange Circus. C'est probablement d'ailleurs le film le plus extrême de Sonotion, celui où il va le plus loin en termes de violence physique et surtout psychologique. Mais c'est un film qui a clairement mis en avant ses personnages et qui contient beaucoup d'émotions. Et c'est ça en fait qui donne au film tout son côté humain et son côté intense, et qui finalement en font aussi un des meilleurs Sonotion de très loin. C'est clairement un de ceux qui est, en étant bordélique, qui garde une certaine cohérence et qui en même temps réussit à la fois à faire de la surenchère et en même temps à garder une intégrité de personnage. Et ça, c'est fantastique. Au rayon extrême, je vais en profiter pour parler un petit moment juste des splatters et donner deux références un petit peu dans ce type de gore de potes, quoi, jubilatoire. C'est vraiment des films comme les films de Schnass, les Violent Shit, qui se prennent pas particulièrement au sérieux, surtout le troisième. Et des choses comme les productions Necrostorm par exemple, ou les V-vidéos japonais comme The Machine Girl, comme Meatball Machine, comme Tokyo Gore Police, ce genre de films qui sont extrêmes dans la débauche d'hémoglobine et de violence, mais dans un état d'esprit qui va être récréatif, clairement récréatif. C'est à chaque fois, ça essaye de faire de l'humour, mais bon, en humour, c'est surtout généralement des blagues potaches, et de la violence extrême qui va être, en fait, la débauche d'effets spéciaux bricolés en mode gore est si évidente que c'est voué à créer l'humour. Et clairement, un petit peu dans cet îlot culmine des films comme Brain Dead. Donc, clairement, c'est une petite partie extrême, mais ça, une partie très récréative, bon, qui va pas plaire à tout le monde, hein. Ce sont des films clairement qu'on considérerait comme du mauvais goût, en parlant, voilà, en comparant avec les films sérieux que j'ai pu citer auparavant. C'est du mauvais goût récréatif, mais bon, ça, c'est aussi un petit pan de toute cette culture, voilà, avec des créateurs comme Itenbash ou des machins comme ça. Quoique Itenbash c'est beaucoup plus sérieux, mais ces films sont tellement fauchés qu'on ne peut pas vraiment les prendre au sérieux. Il y a quand même quelques petites scènes, mais il y a quelques petites scènes gore qui sont intéressantes dedans. En tout cas, une surenchère qui est bien faite. Et par rapport à ça, même le gore en général, c'était quelque chose d'extrême, mais qui s'est maintenant beaucoup popularisé aujourd'hui. Maintenant, Netflix en met dans quasiment tous ses films. Et le gore a ce petit côté impact quand il est utilisé de façon sérieuse, et
très récréatif et très jouissif d'une certaine façon quand il est utilisé avec légèreté et avec générosité dans ces petits films-là qui, comme ils n'ont pas vocation à devenir des grands films, essayent tout simplement de s'amuser déjà eux et d'amuser le spectateur avec. Et clairement, pour certains, le résultat est plutôt au rendez-vous. Les vidéos japonais sont une mode qui ont eu leur point culminant, puis qui après se sont mis à faire des trucs comme Zombias ou des machins comme ça, enfin des trucs qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt. Donc malheureusement, voilà, la mode nous a assez vite amené dans les tréfonds du cinéma. Mais il y avait des petites choses à prendre dedans et donc des films à chercher et à redécouvrir. Si on aime un petit peu se divertir de façon épicée. Je vais maintenant profiter de cette vidéo pour aussi parler des autres médias sur lesquels on pourrait trouver des œuvres qu'on qualifierait d'extrêmes. Je vais déjà commencer par les bandes dessinées. On m'en a prêté quelques-unes ici et puis quelques-unes font partie des miennes. Tout d'abord, je l'ai déjà mentionné, il y a la série Crossed. Donc, ici l'original et ici c'est l'arc qui s'appelle Psychopathe. Alors, les deux sont des œuvres qui mettent en scène des espèces de contaminés. Ça ressemble au style d'œuvres de zombies, sauf que là, les contaminés deviennent en fait des psychopathes et des prédateurs sexuels. C'est ça qui change tout, donc en termes de violence et de choc, ça va aussi loin que ce que ça peut aller. Et donc, il y a des orgies de violence abominables. Ouais, il y a vraiment des choses très très dures. Il suffit de taper Crossed sur internet et vous aurez des illustrations, des doubles pages ou des machins comme ça qui vous donneront un avant-goût de ce dont est capable ce genre de bande dessinée. C'est intéressant. J'ai pas su si j'aimais au début quand j'ai testé parce que ça allait vraiment très très loin et ça me semblait parfois un petit peu gratuit. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Le premier acte, en fait, la première série de comics Crossed est un récit de survie classique où on se met à la place en fait de survivants qui fuient les troupes d'infectés. Et ça va très très loin. Là pour le coup, je pense vraiment qu'avec celui-là, on a touché à qu'est-ce qui fait finalement l'humanité. Comment est-ce qu'on se déshumanise au fur et à mesure? C'est des questions qui sont déjà connues dans le monde zombie, mais le monde zombie offre quand même un certain nombre d'opportunités de survie. Là, il y en a vraiment très 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 peu. Et l'angoisse de finir entre les mains des contaminés est au-delà de tout ce qu'on peut, penser. Là, c'est abominable. Je comprends clairement les gens qui se suicident dans les comics de Crossed. Et c'est inhumain comme situation. Déjà, ce qu'ils vivent est inhumain. Crossed creuse ça, en tout cas dans la première série. Et ça, c'est pas mal du tout. Je vais parler aussi de quelques mangas dont on m'a parlé. Alors, ici, il y a un petit hideout. C'est un petit récit bis qui va parler de personnes qui se retrouvent piégées dans un espèce de bunker, grotte, on ne sait pas trop. Et évidemment, ils ne sont pas seuls à l'intérieur. Mais ce qui fait en fait le style de ce petit manga, c'est clairement la façon dont il est dessiné. Très très sombre, avec des graphismes qui sont vraiment flippants. Et de ce point de vue-là, on retrouve un style un peu proche de ce que nous offre par exemple Gutanabe avec les Lovecraft. C'est un style qui est ici encore plus réaliste et détaillé, mais c'est un one-shot, il n'y a pas de suite. Et le résultat, si en termes de scénario, il n'est pas quelque chose de particulièrement surprenant, en termes de style, c'est quelque chose de très efficace. Et donc je le recommande. Ensuite, on m'a prêté Le mort amoureux de Junji Ito. Alors,
J'ai moyennement aimé celui-ci, mais clairement, il y a un concept hyper intéressant autour des amours qu'on collectionne. C'est plutôt bien fait. Il y a des visions d'ex-petite amie dans ce manga qui sont terrifiantes, vraiment terrifiantes. Et pour le coup, il y a un grand final qui mérite clairement d'être découvert. Ça rappelle un petit peu Maniac d'une certaine façon. Mais en termes de style, Junji Ito est apparemment est une grosse référence du manga d'horreur. En fait, il est surtout connu pour des œuvres comme J.O. ou Spiral. Spiral surtout. Il y a une adaptation en film que j'ai vue et que j'avais pas trouvé terrible. M'avait pas fait très peur et je trouvais que c'était juste un petit peu what the fuck, plus what the fuck que vraiment effrayant. Mais le manga offre beaucoup plus de vision sur le thème de la spirale et pour le coup, clairement, il a l'air beaucoup plus inspiré que le film ne l'a été. Le film a dû manquer de budget également pour faire certaines choses, alors que il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la spirale dans le manga qui méritent le coup d'œil. Donc Junji Ito, globalement, est une très bonne référence et tous ces mangas sont très bien appréciés. Et on m'a aussi fait découvrir Fraction de Shintaro Kago. Alors, Fraction, déjà, il y a plusieurs petits récits à l'intérieur. C'est un manga qui va partir sur la thématique du psychopathe, où on se retrouve très vite à suivre le psychopathe en question, qui donc va nous faire voir sa méthodologie, etc., qui passe son temps à couper en fait des femmes en deux. Et une fois qu'il a lancé ça, il lance une intrigue parallèle avec un dessinateur de manga ultra violent qui essaye de faire quelque chose de nouveau. Et peu à peu, les deux histoires vont s'entremêler. Et à partir d'un moment, les deux sont complètement emmêlés. Mais ce n'est pas quelque chose qui est cohérent ou réaliste. C'est quelque chose qui manipule sans arrêt le lecteur pour avoir des angles et des approches qu'il ne va pas voir venir. C'est ça que je n'ai pas particulièrement aimé dans celui-ci. À savoir que c'est quelque chose qui au bout d'un moment devient beaucoup trop théorique, beaucoup trop œuvre. En fait, c'est beaucoup trop du jeu avec les codes de ce type de récit pour en devenir un qui soit satisfaisant. Pour moi, ça devient presque une espèce d'analyse et de jeu en fait avec les codes du manga ultra violent. C'était intéressant, c'était un angle qui était assez intéressant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien et typiques justement de ce style de manga avec un espèce d'humour noir bizarre où le mec fait la propre enquête en essayant de pas se faire non plus trop remarquer. C'était assez intéressant. Voilà. Donc trois mangas qui sont intéressants à découvrir. Je recommande aussi la saga des Flesh and Bones qui a sorti plusieurs comic books qui sont plutôt de qualité. Alors ici, là, on voit les Bikini Atoll chapitre 2. En fait, il y a deux volumes pour cet arc-là. Mais je recommanderais surtout le premier et je recommanderais aussi Sirène, qui sont les deux de la première vague des Flesh and Bones qui étaient vraiment pas mal du tout. Sinon les autres, j'avais essayé, mais j'avais trouvé ça un peu moins marquant. Donc pas particulièrement, je les recommanderais pas particulièrement. Mais c'était des petits comics d'horreur qui essayaient chacun de donner une petite dose de satisfaction en essayant différentes choses. Et clairement, c'était pas trop mal. Il y avait des idées intéressantes. C'était pas aussi extrême que ce à quoi on pouvait s'attendre, quoique Bikini Atoll, le premier du nom, avait quelques petites scènes gore de bonne facture.
Même si on s'éloigne un petit peu et qu'on part davantage dans le bis, on peut aussi parler de la saga Hellraiser qui a été scénarisée par Clive Barker et qui a été adaptée en comics chez Boom du coup. Tout simplement excellent. C'est vraiment une saga qui est très intéressante et pour le coup là on a une vraie succession par rapport au film. Et ça va assez loin, ça replante de nouveaux personnages et on a clairement des tentatives de faire évoluer un peu le scénario et d'aller dans des nouvelles directions qui sont très intéressantes. Donc clairement, je les recommande beaucoup. Le problème, c'est qu'ils sont difficiles à trouver. Là, c'est les tomes 2 et 3 et les tomes 1 et 4 sont hors de prix, donc je ne sais pas, je verrai bien. Mais clairement, une excellente saga que je vous recommande, qui a les côtés un petit peu extrêmes qu'on peut avoir dans Hellraiser, mais en restant dans un côté bis et tout à fait tolérable. Il n'y a pas un malaise énorme en pénétrant dans ses œuvres. Je vais parler aussi vite fait des jeux vidéo extrêmes, qui ont une réputation extrême. On peut commencer par un de ceux qui a été un bel électrochoc quand ils sont sortis. C'était Hatred, celui où on incarne un psychopathe qui doit faire des meurtres de masse sur toute la carte pour pouvoir récupérer de la vie et accomplir différentes missions, qui soient à chaque fois de faire une hécatombe dans une fête, dans un meeting politique, dans un enterrement. Voilà. Il y a tout un tas de missions comme ça, et où le but du jeu est clairement de faire le plus de victimes possible, avec des exécutions ultra violentes quand on récupère de la vie. Ce jeu, quand on le regarde de l'extérieur, est extrêmement violent et on se dit mais on n'a jamais fait aussi immoral depuis bien longtemps. Et donc le jeu jouait clairement sur l'aspect polémique pour pouvoir faire sa promotion. Et au final, quand on y joue, outre le fait qu'effectivement on ne soit pas vraiment dans la vie réelle, on est dans un espèce de décor en noir et blanc, les victimes font toujours un peu n'importe quoi et la seule façon qu'on a de reprendre de la vie, c'est de les tuer. Donc dans tous les cas, le jeu nous oblige. C'est pas un jeu amoral, c'est un jeu qui oblige de toute façon à tuer des victimes numériques. Et assez vite, en fait, on se rend compte que c'est plus un jeu où on est dans différentes situations, où à chaque fois il faut et faire du dégât et s'en sortir. Et ça devient un espèce de petit jeu à la souris qui est assez répétitif et au final plus ou moins déviant. Le fait est qu'il est déviant à la base, mais qu'on s'habitue très très vite à la violence qu'il met en scène et donc du coup elle a assez peu d'impact au final, cette violence. Elle a des impacts seulement quand on découvre pour la première fois le jeu et les missions, mais assez vite on s'habitue à ce que le jeu propose et du coup c'est pas un jeu que je considérerais comme un choc ultime, même s'il a pu l'être pour ceux qui n'y ont pas joué. Il y a aussi d'autres types de jeux un peu extrêmes qui sont sortis. Je mets Doom de côté par exemple parce que là c'est de l'ultra-violence complètement jouissive. D'un côté c'est extrême mais d'un autre côté c'est fait dans un contexte qui désamorce complètement l'impact émotionnel de la violence. Et puis on est dans des jeux vidéo, l'impact émotionnel d'un jeu vidéo c'est difficile, on n'est pas toujours dans The Last of Us et donc il n'y a pas forcément beaucoup d'implications émotionnelles, ça dépend, il y a certains jeux qui y ont recours, d'autres jeux qui n'ont pas besoin de l'implication émotionnelle. En fait, le fait d'accomplir les actions est suffisant. On peut parler de jeux comme Agony ou comme Lust from Beyond. Ce sont des jeux qui se sont donné une ambition. Agony, ça a été de faire un jeu qui se déroulerait complètement en enfer et donc d'offrir une expérience inédite en termes d'ultra-violence et de malaise. Il y avait énormément d'attentes autour, la hype a été très très grande et du coup la déception a été à la hauteur de l'attente puisque le jeu s'est en fait révélé être un espèce de jeu de cache-cache sur le modèle de Alien Isolation.
mais sans scénario qui introduit des gradations dans les enjeux et avec une répétitivité du gameplay qui a très vite lassé beaucoup de joueurs. Il y avait des idées très intéressantes dedans, des concepts qui étaient bien, notamment ceux des sauvegardes, à savoir que les systèmes de sauvegarde, c'était des corps qu'on parasitait d'une certaine façon et qui nous permettaient de sauvegarder, mais du coup des sauvegardes, il n'y en avait pas partout. À partir du moment où on sauvegardait, si on mourait, il fallait repartir d'un des derniers corps qu'on avait pu parasiter. Et donc il y avait une idée de progression qui était intéressante là-dessus. Mais bon, outre certaines petites choses et certains trucs avec les démons, c'était pas particulièrement un jeu en fait réussi dans la mesure où il était très répétitif. Et outre l'aspect graphique, il n'y avait pas particulièrement de choses notables dans ce jeu. Il a été en fait un des premiers à vouloir offrir autant et à s'être planté autant parce que à vouloir trop offrir de détails, il a bâclé le gameplay et la conception du jeu et au final le jeu s'est révélé assez décevant. Lost from Beyond, lui, se déroule dans un univers qui est plus Lovecraftien et il a tenté de faire des choses intéressantes, à savoir de mêler de la violence qui va être brutale avec des séquences qui vont se passer aussi dans une dimension parallèle et où là c'est plus le côté sexuel bizarre avec des graphismes qui rappellent Scorn qui n'est pas encore sorti. Il a essayé en fait de prendre un côté Lovecraft et en même temps d'y ajouter cette espèce de dimension sexuelle qui a fait fantasmer pas mal de gens. Donc le résultat, c'est que le jeu est beaucoup mieux dosé en termes déjà de scénario. Il a une gradation qui est intéressante et il a déjà un point de vue intéressant parce qu'il fait dérouler son intrigue dans la réalité et dans la dimension parallèle, ce qui fait que on a régulièrement des pauses de réalité qui nous permettent d'apprécier un peu plus ce que la dimension parallèle a à offrir. C'est moins répétitif que Agony qui elle avait même si à certains moments il tentait de changer ses décors, très souvent on se retrouvait dans des ambiances similaires et où du coup on s'ennuyait un petit peu. Là les ambiances sont beaucoup plus variées, ce qui fait que le jeu est plus varié et fonctionne mieux. Il y a plus de mécaniques différentes, il y a quelques mini-jeux et globalement c'est une enquête qui vire un peu en survival horror. Le problème, c'est que y a certaines phases qui ont été bâclées là aussi. Les boss notamment, il y a de gros problèmes avec les boss. Et ça manque un peu de sexe. C'est ça aussi le problème. Il y a du sexe, effectivement, il y en a un peu. Et c'est un peu répétitif. Il n'y avait pas... Même si le jeu essayait de pousser l'expérience un petit peu du côté du sexe, c'est au final très cloisonné et très souvent le personnage est là en mode en poussant des gémissements de plaisir, il regarde ailleurs et du coup finalement le sexe on n'en profite pas particulièrement dans ce jeu, on ne le voit pas. Donc pour un jeu qui nous vendait cet argument, c'est un peu léger. Et au final, je trouve que le jeu est un peu décevant aussi parce que il rate son climax. Il n'y a pas vraiment un climax qui est à la hauteur du jeu. Mais bon, il a quand même essayé d'être plus généreux. Il est plus long et il est surtout beaucoup moins répétitif, ce qui déjà le rend un peu plus intéressant. Maintenant, c'est pas encore le jeu extrême que tout le monde attend. Il faudra attendre encore un peu, je pense, pour ça. Mais c'était déjà sur une voie qui était un peu plus intéressante. Enfin, je peux aussi parler d'un petit jeu comme Darkwoods. Ça, c'est un jeu qui n'est pas particulièrement connu, qui est sur Steam. En fait, il n'est pas connu parce qu'aussi c'est un jeu en 2D d'ambiance, donc ça plaira vraiment pas à tout le monde. On sent qu'il y a eu très peu de budget pour faire ce jeu. Mais les situations qu'il met en place sont potentiellement malaisantes dans la mesure où on est vraiment immergé à l'intérieur et encore une fois, le jeu met en place des petits trucs un peu bâtards. Poser une ambiance où le joueur est pas serein.
à savoir il peut arriver n'importe quoi là-dedans. Et un petit concept qui a été intéressant, c'est le fait de jouer différents personnages, et que pendant qu'on joue ces personnages, et quand on joue ces personnages, ils créent des situations qui vont mettre d'autres personnages dans la merde, et on se met à jouer les personnages qui viennent d'être mis dans la merde par les personnages qu'on vient de jouer. Et ça, il y avait des petites choses intéressantes là-dessus qui faisaient que le jeu méritait d'être découvert. J'ai moyennement avancé dessus, mais c'était quelque chose d'intéressant et donc clairement à essayer. Je vous recommande d'y jeter un petit coup d'œil. L'heure est venue pour moi un petit peu de faire un bilan un peu sur le cinéma underground en général et un petit peu tout ce que j'ai dit. J'ai surtout donné des films qui valent le coup d'être découverts parce que j'aime bien tirer un peu vers le haut et donc forcément si je parle, il faut que ce soit si je parle de certains films, il faut que ça ait un intérêt vis-à-vis du genre que c'est censé illustrer. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'underground et les films extrêmes en général font essentiellement de la subversion en utilisant de la violence physique au premier degré. Il y a peu de films dans l'underground qui essayent d'avoir vraiment un fond ou un message qui va justifier tout ce qu'ils vont montrer. Généralement, le fait de montrer quelque chose d'extrême suffit à ancrer le film dans un certain contexte et du coup à donner une claque au public qui s'attendait pas forcément à ça et qui du coup va partir avec oh là là j'ai pris une gifle, putain je m'attendais pas à ça et tout ça. C'est ça en fait qui est visé par une partie en fait des films underground. Il y a une autre partie qui font des films underground pour alimenter le cinéma underground parce que maintenant c'est une niche qui fonctionne un petit peu en circuit fermé. Je vais parler de la communauté underground après. Mais tout simplement, l'approche en fait de la subversion est essentiellement par la violence dans l'extrême et l'underground. Or, je pense que la violence vieillit. Et ce qui était très violent dans les années 60 ou 70 l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça passe mieux. Il n'y a que certains films qui ont bien vieilli, comme Les Diables, comme Cannibal Holocaust. Mais s'ils ont bien vieilli, c'est parce que le contexte qui entoure le film, dans lequel s'inscrit le film, n'a pas vieilli non plus. Et même ce que fait le film n'a pas complètement vieilli et trouve toujours une résonance de nos jours. C'est ça qui indique si un film vieillit ou pas. Et les films underground ont tendance à vieillir très vite, car malheureusement, en faisant du choc par la violence et en ne faisant essentiellement que ça, parce que les scénarios ne sont pas très développés, eh ben, ils sont assez vite oubliés. Et au bout d'un certain temps, à part dans la communauté underground qui continue d'en parler, c'est pas des films qui ont vocation à rester et à avoir une place même sur une étagère de cinéphiles. Alors que là, la plupart des films que j'ai cités, y compris des films obscurs comme Subconscious Cruelty par exemple, ou un film comme Found, ce sont des films qui ont vocation à être appréciables tout simplement par un amateur de cinéma d'horreur. Ce sont des films qui ont un propos et qui proposent vraiment quelque chose de particulier et d'atypique. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant moi avec ces films. Mais en ce qui concerne le cinéma, ce que je voulais dire, c'est que la violence a tendance à vieillir rapidement. Et qu'en fait la subversion de la violence, elle vieillit plus vite par exemple que la subversion qui tourne autour un peu du sexe. Même si certaines choses ont vieilli autour du sexe, une approche qui part d'un milieu classique et qui va aller vers le porno ou vers quelque chose de plus débridé, typiquement un truc comme A Serbian Film qui commence à y aller par l'angle du porno, ça a vocation à continuer à marquer l'imaginaire parce que
les fantasmes sexuels et le côté sexualité extrême, c'est quelque chose qui a un peu toujours existé et qui va toujours fonctionner sur certains ressentis du spectateur. Ça fonctionnera mieux que la violence. Parce que la violence, d'une certaine façon, on y est exposé plus souvent que la sexualité qui reste encore quand même très dans le domaine du privé. Et tout simplement aussi, la subversion qui vieillit bien, c'est la subversion qui est dans le fond, dans le message. Une approche d'un problème réaliste et un traitement qui utilise une violence extrême pour parler de quelque chose de réaliste ou qui va faire écho en tout cas à la réalité, à une réalité qu'on connaît ou qu'on a vécue, c'est là qu'en fait un film underground peut se révéler subversif et efficace. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en avant dans les listes de films dont j'ai parlé. Je pense qu'effectivement il peut y avoir d'un certain côté une curiosité qu'on pourrait dire malsaine, mais malsaine c'est un jugement. Le fait est qu'on est curieux pour beaucoup de choses. Oui, pour éventuellement s'il y a un accident, effectivement oui, les gens regardent si c'est grave, effectivement. Oui, les gens ah mon Dieu c'est horrible, ah mon Dieu c'est horrible. Oui, il y a ça. Il y a un peu de ça, mais tout le monde ressent un peu cette curiosité. Elle n'est pas complètement malsaine dans la mesure où c'est aussi des choses qu'on n'a pas particulièrement l'habitude de voir, à laquelle on n'est pas souvent exposé, et où forcément, quand on est exposé, d'un côté c'est un peu le moment. Je dirais qu'après, dans la recherche de stimulation dans l'ultra-violence, que ce soit par les films ou les jeux vidéo, par différents biais culturels, les livres ou les bandes dessinées aussi. J'ai découvert Crost par exemple récemment dans les BD, en termes d'ultra-violence, ça envoie du lourd. C'est pas tant je dirais que c'est pas tant forcément la recherche de violence qui est un problème, c'est plus le contexte dans lequel on consomme la violence. Il peut y avoir un côté addiction, mais là j'en connais peu des gens qui ont une addiction, qui ont vraiment une addiction. Au terme vraiment d'addiction, où on serait un peu un truc en mode Itchy the Killer, où on a constamment besoin de stimulation. Je connais plus des gens qui, dans le milieu underground, je connais davantage des gens qui ont tendance effectivement à chercher un petit peu le film ultime pour ressentir un peu le choc et l'émotion. C'est une recherche qui est plus émotionnelle, parce que finalement il n'y a pas vraiment une intellectualisation de la pulsion, c'est vraiment une recherche émotionnelle. Mais c'est pas forcément des gens qui sont violents au quotidien. J'ai côtoyé au cours d'un festival du Sadic Master, j'ai pu côtoyer pas mal justement de membres de cette communauté. Et c'est une communauté justement qui est extrêmement variée. Il y a des personnalités qui viennent un peu de partout, de tous les milieux sociaux, de tous les bords politiques. Comme on est dans un milieu où on parle régulièrement de déviance, de déviance, que ce soit sexuelle ou violente, de subversion, d'underground, de violence extrême, de trucs en fait avec lesquels on ne peut pas parler avec des gens normaux. Il y a un côté qui est assez tolérant en fait dans cette communauté-là, et c'est ça en fait qui est très intéressant et qui finalement en fait une communauté qui est intéressante un peu à suivre. C'est que même si la plupart des films et des œuvres qui sont à l'intérieur de cette communauté m'attirent pas forcément, et d'un certain point de vue je trouve qu'elles valent pas forcément le coup, les gens qui sont à l'intérieur sont plutôt conviviaux. Les festivals valent le coup. Pour le coup, je me suis pas ennuyé à chaque fois que j'y suis allé. Il y a toujours des personnalités rigolotes avec qui on peut discuter. Il y a pas mal d'humour. En fait, il y a des gens qui se prennent au sérieux. Tinam, par exemple, le réalisateur là, qui s'est lancé sur Internet maintenant, qui a fait une chaîne qui s'appelle Deviant Culture, qui a fait toute une vidéo sur la nécrophilie, sans en faire l'apologie, attention. C'est un peu comme les métalleux au Hellfest.
sataniste, etc. On a des a priori et tout. Puis quand tu prends le temps de t'asseoir et de prendre une bière avec eux, bah c'est cool, hein, c'est tranquille. C'est une communauté qui est très, qui vit à fond sa passion d'une certaine manière et qui est très cool et plutôt mesurée à côté. Sans mentir, j'apprécie les mises en scène violentes, j'apprécie les films d'horreur, j'apprécie les drames, j'apprécie les thrillers. Ce sont des films qui généralement ont recours à certaines formes de violence. Et j'apprécie ça quand ça a un impact émotionnel sur moi qui est assez fort. Et j'apprécie quand la violence a une saveur qui me fait ressentir quelque chose et où je me dis « Ah, c'est là qu'ils veulent en venir, ah, c'est quand même bien fait ». C'est ça, moi j'ai cette démarche-là par rapport à la violence et je pense que pas mal de gens sont dans cette démarche-là. Curiosité malsaine, d'un côté on peut l'assumer, mais malsaine, je ne sais pas si c'est malsain de rechercher en fait des choses auxquelles on n'a pas forcément l'habitude d'être exposé et qui nous font réagir émotionnellement. On n'est pas en train de se déshumaniser en consommant tel ou tel film. Par contre, d'un certain côté, en s'habituant à voir de la violence, on est moins sensible au choc qu'elle procure. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Je pense que des gens qui sont habitués à regarder des films d'horreur sont moins choqués par la vue du sang et éventuellement sont ceux qui réagiraient probablement plus vite s'il y a un accident, s'il y a quelqu'un qui se blesse, s'il y a tout simplement un événement qui pourrait être traumatisant. Ça évite, je pense que s'exposer à ce genre de film évite justement de vivre un traumatisme ou en tout cas de se faire déborder par ses émotions dans une situation de crise. Comme c'est un cinéma extrême, ça déclenche des réactions émotionnelles extrêmes et ça conditionne d'un certain côté les spectateurs en leur faisant vivre une expérience qui va être intense et qui forcément va un petit peu les changer. Et ça, c'est quelque chose qui laisse une trace effectivement dans les spectateurs et qui fait partie, je pense, des points positifs de ce cinéma qui, en plus parfois d'offrir des histoires qui valent clairement le coup, là dans ce que j'ai avancé en termes de films, il y a clairement des films intéressants. En plus de ça, ça va un peu nous secouer et en même temps nous mettre en face de certaines réalités humaines qui peuvent être horribles. Et en nous mettant en face, déjà par rapport à nous, on sait comment on se situe par rapport à ces situations, par rapport à tel comportement extrême, par rapport à tel type de personne. J'ai pas parlé du cinéma de Haneke par exemple, mais ça peut aller dans certains films extrêmes d'une certaine façon, parce que c'est très dur et très précis la façon dont c'est fait. Tout ce cinéma en fait a des points positifs et des points négatifs. On peut voir ça d'un point de vue moral et dire qu'on peut se préserver tout simplement de ce type de cinéma en ne le regardant pas, mais c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de voir la violence, mais parfois c'est la violence qui s'impose à soi comme la réalité. Et du coup, certains de ces films mettent en scène des situations qui peuvent faire écho à des choses qu'on a vécues ou des choses qui nous font peur, et ça peut débloquer en tout cas certaines réflexions ou en tout cas se faire se poser des questions à soi-même. Et oui, par rapport à la violence, moi, comment est-ce que je la gère ? Comment est-ce que je suis violent et dans quelle mesure je le suis, et ainsi de suite. J'ai pas parlé d'un film comme La Meute, mais ça parle justement de comportements sociaux où un groupe peut avoir un comportement clanique et du coup commencer à martyriser certaines personnes au nom du groupe, quoi. Et ça peut arriver. Mais la violence peut être aussi vue comme un langage. Certains films l'ont développé ainsi. Et tout ce cinéma ultra violent invite aussi à se poser la question et à faire une certaine introspection sur soi-même. Et c'est là que ce cinéma peut apporter des choses intéressantes et des réflexions personnelles qui seront fructueuses et qui vont changer le spectateur. C'est pour ça que j'apprécie ce cinéma qui va titiller aussi
sonder l'âme humaine dans ce qu'elle a d'un peu sale. J'ai eu ma période justement pendant les fins des années 2000, début des années 2010, où j'ai cherché un peu le film extrême et où j'ai cherché quels étaient les pires films et quels étaient le pire film de l'histoire du cinéma. Il y a tout en fait un pan du cinéma underground que je trouve sans grand intérêt parce que s'inscrire dans une logique de surenchère de violence, quand on n'a pas beaucoup de personnalité ni beaucoup d'ambition, outre que ça va pas forcément très très loin. Mais il y a aussi certains films, certains auteurs, certains artistes qui ont essayé d'avoir une vision et qui ont essayé de la pousser à terme, y compris quand ça les a emmenés très loin. Et clairement pour ces œuvres-là, il y a de la découverte à faire, il y a des films à découvrir. Et c'était un petit peu ce que je voulais faire en vous proposant cette vidéo, à savoir déjà faire un peu un aperçu et un point de vue de tout ça, et vous permettre de découvrir certaines œuvres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez découvert certains films dans ce que j'ai proposé. J'espère que vous pourrez en découvrir aussi. Et puis si jamais il y en a que j'ai pas traité et donc sur lesquels vous voudriez avoir un avis, vous pouvez évidemment les mettre en commentaire. Moi, maintenant que j'ai fait cette vidéo qui est un petit peu un climax dans ce que je voulais faire. Clairement, le cinéma underground, ça fait partie des trucs dont on parle pas énormément sur internet, en culture générale, et qui méritent pourtant d'être un petit peu abordés. Et donc, je reviendrai probablement avec des vidéos plus classiques après. On verra ce que va être la suite, parce que je suis toujours en train de bosser sur des projets de films. Je vais collaborer avec des projets d'amis. Et donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça va aussi me prendre du temps et forcément peut-être que ça limitera mon rythme de parution. Enfin d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, cultivez-vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez!